Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, il est 22 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Sans tarder, les titres de l'actualité de ce mardi 17 juillet 2012. Après la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est un autre symbole de l'ère Sarkozy qui disparaît. La TVA sociale instaurée par le gouvernement Fillon et qui devait s'appliquer le 1er octobre a été abrogée en début de soirée par les députés. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Il en rêve, Jean-Louis Borloo. Il a réuni aujourd'hui au Sénat les parlementaires centristes. Objectif rassembler, ce centre éparpillé. Presque une nouvelle UDF, une UDF New Look à la tête de laquelle le président du Parti radical se verrait plutôt bien. En tout cas, c'est sans prononcer le mot que François Hollande a relancé le débat. C'est bien une réflexion sur la fin de vie, c'est-à-dire l'euthanasie que souhaite le chef de l'État. Didier Sicard, l'ancien président du Comité national d'éthique, mènera une concertation sur ce sujet. Un peu plus d'une semaine, c'est dans 8 jours exactement, le 25 juillet, que le gouvernement dévoilera son plan d'action pour contrer le plan de suppression de postes chez PSA. Alors, il faut faire vite, les réunions se succèdent au ministère du redressement productif. Cet après-midi, Arnaud Montebourg recevait les syndicats du groupe. Demain, ce sera au tour de son président, Philippe Varin, qui aujourd'hui réaffirme sa décision de fermer l'usine d'Aulnay. Nous avons examiné toutes les alternatives, a-t-il dit. Thomas Raguet. Dans les colonnes du Monde, le président du directoire de PSA l'affirme, ces usines tournent au ralenti. Les suppressions de postes sont donc inéluctables. Et vu le prix de la main-d'œuvre française, les usines concernées ont vite été trouvées. Inacceptable pour le ministre du redressement productif qui l'a redit cet après-midi à l'Assemblée. Donc nous souhaitons, monsieur le député, avant de prendre position, mettre tout sur la table et le faire y compris avec les actionnaires et la famille Peugeot. Que le gouvernement invite à la discussion l'actionnaire majoritaire, en l'occurrence la famille Peugeot, tout ça est très bien, mais la question c'est de savoir comment on répond à cette problématique. Donc on voit bien que le gouvernement est gêné aux entournures parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens d'agir. En fin d'après-midi, Arnaud Montebourg a reçu les responsables syndicaux de l'entreprise pour leur réaffirmer sa volonté d'expertiser la santé économique du groupe PSA. J'ai senti M. Montebourg extrêmement déterminé pour examiner avec nous les résultats de ces expertises. Il n'y a pas de plan B tant qu'on n'a pas les détails du plan A. Et le plan A, c'est quoi? C'est de savoir déjà, dans un premier temps, l'état de la trésorerie réelle du groupe PSA. L'expert désigné par le ministre rendra ses conclusions le 25 juillet. La CGT, pour sa part, conteste la mauvaise santé économique de l'entreprise et a d'ores et déjà prévenu qu'elle refuserait tout licenciement. Oui, et Bernard Thibault l'a redit il y a quelques heures encore qu'il ne voulait pas de la fermeture de cette usine d'Aulnay. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Pierre Mercier. Vous êtes responsable CGT du site PSA dans cette usine d'Aulnay-sous-Bois. Vous étiez tout à l'heure dans le bureau d'Arnaud Montebourg. Est-ce que vous êtes sorti un peu rassuré de ces entretiens? Je suis surtout sorti renforcé dans ma conviction que c'est la mobilisation des salariés qui va être déterminante dans cette affaire-là. Il est certain que aujourd'hui, c'est seulement les salariés qui pourront faire reculer Peugeot et qui pourront faire changer tout ça, qui pourront c'est-à-dire faire que vous bouger ne le faites pas gouvernement. confiance à l'État, au gouvernement, pour sortir PSA de l'ornière, en tout cas le site d'Aulnay? Mais écoutez, pour faire confiance, nous, en tant que salariés menacés de licenciement, il nous faut des actes. Et des actes concrets, réels, pas seulement des paroles. Et jusqu'à maintenant, lors de la réunion de cet après-midi, écoutez, le ministre a simplement limité son ambition à limiter la casse, à limiter les dégâts, à limiter le plan social. Nous, le plan social, on n'en veut pas. Un point, c'est tout. On estime que c'est pas aux salariés de payer quoi que ce soit et il faut 0 licenciement et pas de fermeture d'usine. Et ça, pour nous, c'est pas négociable. Alors, Bernard Thibault, je le disais, a réaffirmé le fait qu'il ne veut pas de cette fermeture d'Aulnay. C'est toujours donc l'axe de votre combat aujourd'hui. Oui, bien sûr. Là-dessus, on est cohérent à tous les étages, c'est évident. Vous comprenez, Peugeot est quand même une entreprise qui est multimilliardaire. Le PDG Philippe Varin, lors du CCE extraordinaire de la semaine dernière, a expliqué que l'entreprise dormait sur un matelas de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. L'actionnaire principal, la famille Peugeot, qui sera reçu également par le gouvernement. Qui sera reçu par le gouvernement, une des familles les plus riches de France, multimilliardaire, a placé sa fortune en Suisse. Donc s'il y a quelque chose à payer
dans quoi que ce soit, c'est sûrement pas aux salariés de faire les frais de tout ça, c'est maintenant au tour des actionnaires de payer, de se serrer la ceinture, parce que cette politique de licencier, de fermer des usines pour que toujours les dividendes grossissent, ça c'est fini. Pourtant, Philippe Varin a expliqué aujourd'hui dans le journal Le Monde que toutes les alternatives avaient été étudiées et que la seule possible, imaginable, économiquement fiable, c'était la fermeture d'Aulnay. Faux. Toutes les alternatives n'ont pas été étudiées. La seule qui n'a pas été étudiée par Philippe Varin, c'est faire payer la famille Peugeot. C'est faire en sorte qu'elle en demande moins, qu'on lui serve moins de dividendes. 200 millions d'euros ont été versés l'année dernière à la famille Peugeot. 250 millions ont été claqués en bourse pour racheter des actions PSA. Si ça, après, Philippe Varin dit que l'entreprise est en difficulté, écoutez, là, il va falloir réellement, on parle beaucoup d'expertise, d'expertiser, de faire les audits des comptes. Oui, il faudrait que les salariés puissent mettre leur nez dans les comptes, non seulement de l'entreprise Peugeot, mais aussi des comptes de la famille privée, des comptes privés de la famille Peugeot. Et là, on verrait que de l'argent, vous savez, il y en a énormément. Alors Philippe Varin a également dit qu'il paye d'une certaine manière le prix de la citoyenneté du groupe, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte au cours des dernières années de conserver des usines, Aulnay en particulier, en métropole, en France. Non, écoutez... Est-ce que c'est pour vous un argument qui est recevable, ça ? D'abord, de la part de quelqu'un qui a menti pendant 12 mois, je ne sais pas quel argument peut être recevable aujourd'hui. Voilà, il faut quand même qu'il paye le prix qu'il a d'avoir menti pendant 12 mois, pendant 13 mois maintenant. Donc écoutez, moi, simplement ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucune raison économique à fermer l'usine d'Aulnay, à licencier nos camarades, nos 1400 camarades de l'usine de Rennes et à supprimer 8000 postes. Et pourtant, on vend moins de voitures aujourd'hui. Faux. Peugeot ne vend pas moins de voitures. Il a eu un recul de vente entre 2012 et 2011 de 240 000 voitures, mais je tiens à dire que sur ces 240 000 voitures, il y en a 200 000 qu'on lui interdit de vendre sur le marché iranien. Donc ce n'est pas un problème économique, c'est une décision politique parce qu'il y a un embargo. Ça, il faut quand même faire la vérité là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'Iran qui va sauver Aulnay. On ne peut pas dire ça quand même. Moi, vous me dites, est-ce que les ventes baissent? Je vous dis non. En tout cas, pas pour des problèmes économiques ou de compétitivité. C'est pour des raisons politiques. Maintenant, vous savez, je voudrais revenir sur quelque chose de très important. J'ai quand même le sentiment là-dedans qu'il y a un grand marché de dupes. Que Peugeot a mis la barre extrêmement haut en annonçant 8000 suppressions d'emplois et que le gouvernement s'apprête à jouer un peu des bras, à jouer un peu des épaules en disant, moi, je vais faire le bras de fer avec Peugeot et je vais réduire ce plan social de 8000 à peut-être 6000 ou 4000. On voit bien que c'est pas si simple que ça. Il s'agit aujourd'hui de limiter la casse plutôt. Oui, mais vous allez voir que le gouvernement va réussir à limiter la casse parce que l'objectif réel de Peugeot, c'est pas les 8000 suppressions d'emplois, c'est peut-être 6000 ou 4000 seulement. Mais Aulnay va passer à la trappe. Et ça, c'est de toute façon pour nous pas négociable. Est-ce qu'Arnaud Montebourg vous a détaillé ces fameux leviers économiques susceptibles de relancer la filière automobile? Non, il a réservé cette annonce pour le 25 juillet, donc on n'en a pas su plus que ça. Tout ce qu'on a su, c'est que il veut limiter la casse, il veut limiter le plan social. Et a-t-il dit, il ne veut pas enterrer Aulnay. Maintenant, je l'ai bien entendu, mais pour les salariés de l'usine, il faudra bien plus qu'une parole pour les convaincre. Alors, en attendant, quelle va être l'attitude, sinon les actions de la CGT sur place que vous allez mener vous-même? Les actions de la CGT vont se confondre avec les actions que les salariés vont décider. Voilà, ça sera exactement les mêmes. Et aujourd'hui, on passe des jours à s'organiser, à commencer à réfléchir comment on va faire ces actions. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que on est prêt à aller le plus loin possible, extrêmement loin, et c'est les salariés qui vont décider jusqu'où il faudra aller, et on sera là évidemment pour organiser tout ça. Et puis on fait qu'un seul. Vous savez, la CGT avec les salariés, c'est exactement la même chose. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier d'être venu ce soir sur le plateau de Public Sénat. Il n'y a pas que les dossiers industriels que le gouvernement s'acharne à déminer sur un plan politique. Il y en a un sur lequel les pouvoirs publics avancent également sur des œufs, le cumul des mandats. Il est au menu de la nouvelle commission Jospin et provoque, vous le savez, des remous au Sénat. Hier, c'est le sénateur Claude Dillin qui relançait le débat. Après son élection à la Haute Assemblée, le parlementaire avait démissionné volontairement de sa mairie de Clichy-sous-Bois. Sandra Serquera. Il s'agit bien d'une remise au point. L'appel lancé par Claude Dillin contre le cumul des mandats vise à faire taire ceux qui pensent que la promesse de campagne aurait du plomb dans l'aile. Je ne fais rien d'autre que dire ce qu'a dit le Parti socialiste et qui a été voté par les militants, de dire ce qu'a dit le président
de la République et ce qu'a dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir fait une révolution. Mais les réticences persistent. Ils ne sont pour l'instant qu'une vingtaine à avoir signé l'appel. Si la loi passe un jour, il ne sera plus possible de cumuler mandat parlementaire et exécutif local. Y renoncer, c'est pour certains élus se couper des réalités du terrain. Il y a des pays qui font de leur deuxième chambre l'Assemblée des territoires. C'est le cas de l'Allemagne, qu'on cite en exemple 25 fois par jour sur tous les sujets. Et nous, on est en train de faire le contraire. Je ne suis pas sûr que ce qui est dans l'air du temps soit une bonne chose. Pour faire face aux résistances, une solution de compromis serait à l'étude. Pourquoi pas continuer à cumuler, mais à condition que ce soit à la tête d'une petite ville. S'agit-il de trouver l'effet de seuil? À partir de quel type d'exécutif et de quel type de démographie il est souhaitable de faire ceci ou de faire cela? Entre une commune de 3500 habitants et une grosse ville, il faudra trancher. C'est donc là-dessus que devrait porter le débat, au risque de rogner sur la réforme qui, au départ, portait sur le mandat unique. Au Sénat encore, où l'ensemble des parlementaires centristes s'étaient réunis ce matin autour de Jean-Louis Borloo, le président du Parti radical caresse en effet l'idée de créer un nouveau parti de centre-droit. Il faut, dit-il, une stratégie d'alliance claire, un projet politique et un leader. Le leader, vous l'avez compris, c'est lui, Jérôme Radbier avec Damien Meignet. Depuis sa prise de pouvoir au centre, Jean-Louis Borloo n'était pas venu au Sénat. C'est désormais chose faite, un passage obligé s'il veut recréer un centre droit fort et uni, ce qui est une évidence pour lui. Il y a une nécessité absolue de reconstruire cette famille. Donc vous savez, les choses, quand elles doivent se faire, elles se font. Et elles se font au fond assez facilement. La petite salle de réunion des sénateurs centristes est comble, seule une dizaine d'absents sur 60 parlementaires. Unique avancée concrète, un partenariat plus fort entre l'Assemblée et le Sénat pour coordonner leurs actions. Mais tout le monde n'a qu'une idée, la future organisation qui englobera les différents courants du centre. Il y a une attente très forte qui a été exprimée ce matin pour construire quelque chose assez rapidement. Assez rapidement, mais pas de calendrier précis, et pour cause, entre un nouveau parti et une confédération, rien n'est encore tranché. Je vous en parlerai quand ça sera parfaitement clair. Dans ma tête, moi je suis pour quelque chose de très simple, le plus simple possible, le plus lisible possible, le plus démocratique possible, avec des tas de débats. Voilà, ça ne me pose aucun problème. Pas de précipitation avant d'avoir défini une stratégie claire. L'union des centres, maintes fois repoussée, attendra donc encore quelques mois avant de se concrétiser. L'actualité politique, c'est aussi la préparation du congrès du Parti socialiste. La date limite de dépôt des contributions est fixée à demain devant le Conseil national du parti. Dans cette affaire, Julien Drey se distingue en contribuant au débat sous la forme d'une pièce de théâtre. Alors, plus classique bien sûr, la contribution commune signée Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Elle s'ajoutera à celle certainement de l'aile gauche du PS et celle d'un ticket, d'un tandem formé autour du sénateur de la Nièvre, Gaëtan Gors, et de l'élue parisienne Juliette Méadel. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle de tandem, on parle de ticket. Quel est le terme qui vous convient de mieux pour votre contribution? Un tandem, parce qu'un tandem, ça va plus vite qu'un vélo. Ouais. 30% de, et puis la parité, puissance en bien plus. sûr. Et puis surtout la parité. Mais l'essentiel, c'était d'être ensemble, alliés dans une démarche collective, puisque nous ne sommes pas seulement tous les deux. Nous avons un collectif qui s'appelle Dessine-moi un parti, qui est composé de jeunes, de militants, de sympathisants, qui ont à cœur de s'engager dans cette démarche de renouvellement et de rénovation du Parti socialiste. Est-ce que ça veut dire qu'il faut redessiner, réinventer, réimaginer le Parti socialiste? Absolument. Absolument. C'est notre ambition de fond en comble, y compris du point de vue statutaire et du point de vue de sa base électorale, et également du point de vue de son orientation idéologique. Vous êtes conscience qu'il y a du travail? Absolument, c'est pour ça qu'on est là. Gaëtan Gors, qu'est-ce que vous attendez de ce combat que vous avez à mener? C'est pas un combat, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de la politique toujours sous la forme de guerrière. Mais pour le coup, on se dit effectivement que le Parti socialiste est devant ses responsabilités, et il a de grandes responsabilités au pouvoir. C'est un congrès qui ne sera pas un congrès comme les autres. Il ne faut pas que ce soit un congrès comme les autres. Si vous vous rappelez du dernier congrès, ce n'était pas vraiment une réussite. Je pense qu'il faut qu'on tourne une page.
Et c'est pour ça qu'on est mobilisé. D'ailleurs, si on était deux, ce que vient de dire Juliette, c'est parce qu'on voulait montrer qu'on peut débattre dans un parti politique, également proposer pour occuper des responsabilités, sans que ce soit une lutte pour le pouvoir personnel. On ne revendique pas ce pouvoir personnel. On revendique d'animer une équipe et de faire avancer un esprit d'équipe. Donc ce congrès doit être l'occasion de poser le seul vrai problème qui vaille aujourd'hui. C'est quel rôle, quelle place le Parti socialiste doit prendre dans la situation que nous connaissons, dans la politique de changement qui doit se mettre en place, de redressement aussi, ça va être difficile. Donc il faut un parti qui sache débattre et un parti qui sache mobiliser et s'intéresser aux idées. Et un parti qui sache rentrer dans ce 21e siècle que nous vivons. Oui, je crois que c'est un vrai sujet qui ne s'adresse pas qu'au PS, mais le Parti socialiste, puisque c'est un parti qui est d'abord un parti démocratique, c'est comme ça que les partis de gauche se sont créés, doit se poser la question de l'innovation politique. Il y a une coupure entre les citoyens et la politique, elle n'est pas nouvelle, elle ne fait que s'accentuer. En période de crise, elle est encore plus grave. Donc il faut inventer notre forme politique. Il faut sans doute un peu effacer la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Faire en sorte que le monde des idées trouve sa place dans les partis. Que la langue de bois, dans la mesure du possible, cède la place à une vraie discussion et des mots dans lesquels les Françaises et les Français se reconnaissent. Alors on va rentrer un tout petit moment dans la cuisine interne du Parti socialiste. Demain, c'est les contributions. Plus tard, il y aura les motions. Comment tout ça s'articule dans la préparation d'un congrès? On démarre avec la phase des contributions thématiques et des contributions générales. Et en fonction des idées qui sont présentées, des débats et du nombre de soutiens potentiels, on s'inscrit ensuite dans une deuxième phase, dans la phase des motions. Et l'un des enjeux de notre démarche, c'est que aujourd'hui, à l'intérieur même du Parti socialiste, si vous voulez avoir une chance de gagner, il faut être en tête et seul le premier signataire peut être le premier secrétaire du Parti socialiste. Donc il y a tout un jeu d'alliance. Voilà. On ne se situe pas dans ce jeu-là. Nous, on pousse nos idées, l'exemplarité du Parti socialiste, la collégialité, la réinvention d'une nouvelle forme de gouvernance et l'ouverture à la société civile, aux experts, par le biais notamment de la e-démocratie qu'on souhaiterait installé au Parti socialiste. Et qui n'est pas encore le cas, en tout cas pas suffisamment. Non. Donc, et alors il y a aussi évidemment un enjeu sur la redéfinition du rôle du Parti socialiste alors que la majorité est à gauche. Le Parti socialiste doit aider le gouvernement à mener son redressement dans la justice, mais pour l'aider, il ne faut pas que ce soit un parti godillot, il faut que ce soit un lieu de débat. Oui, un parti godillot. Avec Gaëtan, c'est ce qu'on a voulu, un lieu de débat. C'est pas efficace, un parti godillot. Juliette a raison de le dire, parce que être une simple courroie de transmission, ça n'en réglera pas les problèmes qu'on a devant nous. Prenons un exemple, Juliette l'évoque souvent, l'Europe. Oui. On sait bien que ça va être un débat difficile. Est-ce que les socialistes doivent le laisser au gouvernement, ou est-ce qu'au contraire doivent s'en saisir, préparer ce débat, commencer à mettre les options sur la table et permettre qu'un vrai débat sur l'Europe puisse s'engager avec l'opinion publique? C'est la bonne façon d'aider le gouvernement. C'est pas le travail d'un parti godillot qui serait là uniquement pour relayer des points de vue. Je pense que la politique a changé, l'attente des Français a changé, cette approche de la politique, relayer un discours officiel, tout ça ne fonctionne plus. Alors dans ces conditions, comment vous appréciez cette contribution Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, qui est fait pour sceller l'alliance d'une certaine manière entre le Parti socialiste et le gouvernement? S'il s'agit de rassembler, c'est tant mieux, parce que les socialistes ont malheureusement trop souvent montré qu'ils pouvaient se diviser, donc c'est le moment de se rassembler. Mais ce rassemblement ne doit pas être l'occasion d'interrompre ou d'empêcher le débat. Ce dont nous avons besoin, c'est de discuter au fond. Donc moi je pense que le rassemblement, la confiance, ça ne se décrète pas, c'est le résultat d'un débat, c'est justement la qualité des échanges qui s'introduisent dans un parti, l'écoute qu'on est capable d'opérer à l'attention de ceux qui ont des choses à nous dire, c'est cela qui fait après qu'un rassemblement est solide. Et ce qui nous inquiète un peu, et c'est d'ailleurs, il faut bien le dire, la cible de nos préoccupations, c'est qu'il y a derrière cette volonté de rassemblement le souci d'essayer de réconcilier les chapelles qui sont toujours présentes, ces chapelles dont on n'arrive pas à se débarrasser dans le Parti socialiste, malgré la volonté de Martine Aubry sans doute, malgré la volonté de Jean-Marc Ayrault, malgré la volonté de François Hollande, malgré la volonté de beaucoup de militants. Il y a toujours ces courants, ces clans qui sont organisés, qui pèsent dans le Parti socialiste d'une manière négative. Donc la logique des clans que vous dénoncez est toujours présente. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire disparaître. En même temps, on comprend que le chef du gouvernement est à cœur que ses ministres s'occupent des affaires de la France, et donc c'est légitime. Nous avons toute notre énergie que nous souhaitons mettre à la disposition du Parti socialiste, mais j'ai tendance à penser que quand on essaye d'étouffer un débat dans de la naphtaline, ça donne jamais quelque chose de très bon. Donc là, je crois que l'intérêt général, l'intérêt de la gauche, c'est qu'on réussisse à quand même évoquer les sujets de fond, et pas qu'on se retrouve avec un congrès. D'une certaine manière, vous ne faites pas un procès d'intention à Martine Aubry qui finalement
a été première secrétaire d'un parti victorieux avec la victoire de François Hollande à la présidentielle. Non, mais on est dans une période inédite, là. Le Parti socialiste n'a jamais eu, la gauche n'a jamais eu cette position institutionnelle. Donc tout est à réinventer. On fait de procès à personne. On dit, on veut réinventer. On veut redessiner un nouveau parti. Et on ajoute que ce serait quand même une erreur de se reposer sur d'éventuels lauriers. Il y a eu un remarquable travail de feuille. Il ne s'agit pas d'entretenir des querelles autour du passé. Il s'agit vraiment de préparer l'avenir. Se reposer sur ces lauriers n'est pas la bonne façon de préparer l'avenir. Vous craignez le syndrome du hérisson. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du hérisson? C'est un parti qui, confronté à la contestation, qui peut monter du fait des difficultés économiques et financières, se replie sur lui-même, donc il se met en boule. Et au lieu, au contraire, d'affronter ses contradictions, d'organiser le débat, d'assumer un rôle pédagogique avec l'opinion, d'accepter aussi une forme de critique et de discussion autour de ces critiques, se replie sur lui-même. Ce qu'on dit, c'est se réformer pour ne pas avoir à se refermer. Juliette Madel, vous représentez d'une certaine manière la nouvelle génération, les nouvelles générations du Parti socialiste. Elles ont leur place aujourd'hui? Oui, évidemment. Mais je ne veux pas faire non plus de jeunisme. Je trouve que c'est pas tout à fait intéressant. Ce qu'il faut, c'est que le Parti socialiste arrive à rassembler des profils divers, des profils variés. C'est aussi l'un des enjeux. Des femmes, mais aussi des jeunes, des personnes issues de la diversité, des chefs d'entreprise. Je crois qu'on est en train de réfléchir à la question aussi du statut de l'élu, parce que je crois qu'il faut mettre en place un système d'aller et venue beaucoup plus facile entre le privé et le public, pour pas que la politique en tant que telle devienne une seule carrière et se sclérose. Et précisément, le non-cumul des mandats rend nécessaire d'ouvrir les carrières, les allées-venues entre privé et public, quand c'est possible. Il y a ce que dit très bien Juliette, il y a un danger évidemment de voir s'installer une forme d'esprit de caste dans la politique, et y compris au sein du Parti socialiste, si le renouvellement ne se perd pas. Et le renouvellement, il ne se perd pas simplement par l'initiative des hommes et des femmes. Chacun a évidemment de bonnes raisons de rester là où il est. Il doit s'opérer par de nouvelles structures, par des procédures démocratiques, par un appel d'air qui doit être organisé en permanence. Et la gauche, elle porte cela. C'est-à-dire que les partis de gauche se sont créés autour de cette idée d'innovation démocratique, faire participer les catégories populaires, faire rentrer dans la République des couches nouvelles. Maintenant, les socialistes doivent assumer complètement cette mission, réconcilier les Français avec la politique, inventer de nouvelles formes politiques. Est-ce que votre contribution est une contribution de témoignage, comme on dit? Loin de là, si j'en juge par le nombre de soutiens que nous avons déjà en si peu de temps. Non, on a été même un peu surpris du succès, pour ne rien vous cacher, surpris et heureux. Bon, maintenant, tout est à construire et le débat reste à poser. On s'adresse aussi à ces adhérents qui sont venus, ces militants qui sont venus voter aux primaires, et aussi aux sympathisants, et qui aujourd'hui représentent 800 000 personnes, auxquelles il faut que le Parti socialiste adresse un nouveau message. Gaëtan Gors, vous dites que vous aimez le Parti socialiste. Vous l'aimez au point de vouloir en prendre la tête? Avec d'autres, il ne s'agit pas, là, je l'ai indiqué, c'est pas tout à coup une ambition démesurée qui se serait emparée de moi. Non, j'aime le Parti socialiste et donc je veux le voir évoluer, je ne veux pas le voir reculer par rapport aux valeurs, aux principes qui l'ont inspiré, à sa capacité d'innovation, à transformer la société, à ouvrir le dialogue avec les autres, à s'intéresser au monde des idées. J'ai écrit un livre sur les idées, c'est justement parce que je pense que les idées, et l'idéologie, on pourrait dire les choses de manière, a toute sa place dans la société, c'est ce qui fait le débat, le sel du débat. Oui, moi je suis Parti socialiste depuis bien longtemps, et c'est parce que j'aime ce parti que je ne veux pas accepter qu'il se referme sur lui-même, qu'il s'enferme dans des vieilles méthodes, autour de vieilles équipes. Il faut que tout ça bouge, il y a la place pour tout le monde, ceux qui ont l'expérience, ceux qui peuvent incarner le renouvellement, mais il faut créer les conditions pour cela. En tout cas, je peux vous garantir que sur Public Sénat, on suivra avec beaucoup d'attention votre initiative et celle, bien sûr, des autres dans la perspective de ce congrès du Parti socialiste. Merci beaucoup d'être passé ce soir chez nous. François Hollande qui veut ouvrir d'une autre manière le dialogue Europe-Méditerranée. Le président l'a dit tout à l'heure en recevant son homologue tunisien Monsef Marzouki. Après le temps de la révolution, a dit le chef de l'État, il faut le temps de la transition en Tunisie. Youssef Marzouki a de son côté garanti à l'ancien président Ben Ali sa sécurité physique et un procès équitable. Le président français qui dans la journée a ouvert un autre dossier lui aussi extrêmement sensible en confiant au professeur Sicard une mission de réflexion sur la fin de vie. C'est la une ce soir du Tour de l'Info. Il est signé Elisa Bertolomé. Développer les soins palliatifs et réformer la loi Leonetti sur la fin de vie. Sans prononcer une seule fois le mot euthanasie, François Hollande a relancé le débat. En visite dans une maison médicale des Hauts-de-Seine, le président s'est interrogé sur la possibilité d'aller plus loin lorsque la médecine ne parvient pas à soulager les patients. Pour réfléchir à ce sujet, une mission de concertation va être créée.
Elle sera présidée par Didier Sicard, ancien président du Comité national d'éthique. Limiter la casse sociale, voilà la revendication des quelques 150 salariés de Doux qui manifestaient aujourd'hui. Le groupe est en redressement judiciaire depuis le mois de juin et déjà une douzaine d'offres de reprise ont été déposées. Des offres que les salariés considèrent comme insatisfaisantes car elles comportent trop de licenciements. On pense environ entre 1500 à 1600 emplois supprimés dans les semaines qui suivent. Au vu de ce qu'on a également au niveau des repreneurs actuels. Prochaine échéance, le 24 juillet, le PDG Charles Doux présentera son plan de financement et les grandes lignes du plan de continuation de l'entreprise. C'est une proposition qui réjouit le CSA. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale préconise de fermer tous les bureaux de vote à la même heure. Et ce, pour éviter les diffusions de résultats avant la fin officielle du scrutin. Lors de l'élection présidentielle, de nombreuses estimations avaient filtré avant 20 h, notamment sur Internet. Première mesure votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, première mesure abrogée sous le quinquennat de François Hollande. C'est la fin des heures supplémentaires défiscalisées. L'Assemblée nationale vote ce soir leur abrogation. Une suppression qui provoque un tollé à droite, mais que le Premier ministre défend farouchement. Quand vous savez que l'heure supplémentaire coûte moins cher à un employeur que l'heure normale, croyez-vous que l'employeur soit incité à embaucher? Eh bien non! Il fallait mettre fin à cette mesure anti-emploi. Une décision qui a provoqué des remous jusqu'au sein de la majorité. Assemblée et gouvernement ne se sont toujours pas mis d'accord sur la date d'entrée en vigueur de la suppression. Les députés ont opté pour le 1er juillet, le gouvernement pour le 1er août. Un premier pas vers un accord sur la Syrie. En visite en Russie, l'émissaire de l'ONU, Kofi Annan, a reçu le soutien de Vladimir Poutine pour les efforts visant à rétablir la paix en Syrie. Toute la journée, les combats ont fait rage à Damas entre les rebelles et le régime. Les Occidentaux doivent présenter demain au Conseil de sécurité de l'ONU une nouvelle résolution menaçant de sanctions le régime syrien. Jusqu'ici, la Russie avait fait valoir son droit de veto. Oui, et si la situation s'envenime de jour en jour en Syrie, comme on vient de le voir, elle reste précaire en Afghanistan, où les troupes françaises se préparent à quitter le pays. La transition à venir passe également par de nouveaux accords de coopération. Demain, au Sénat, sera examiné un traité d'amitié et de coopération entre la France et l'Afghanistan, un texte mis au point par le précédent gouvernement et repris par l'actuel. Mounir Soussi. Un traité d'amitié pour soutenir la transition afghane. Demain au Sénat, le projet de ratification d'un texte resserrant les liens entre Paris et Kaboul sera examiné. Il porte sur un renforcement de la coopération militaire, mais pas seulement. Santé, hôpital de Kaboul, éducation, formation des Afghans dans tous les secteurs, qu'il s'agisse du secteur médical, du secteur de la sécurité, mais du secteur aussi de l'agriculture. Signé sous le mandat de Nicolas Sarkozy, ce traité prévoit l'attribution de 300 millions d'euros sur 5 ans au régime d'Hamid Karzai, une enveloppe qui fait grincer des dents au Sénat. Le groupe communiste s'abstiendra sur ce texte. Nous avons quand même un peu des doutes sur l'utilisation des fonds internationaux. Vous le savez bien, ils sont largement détournés dans le cadre de la corruption. La corruption, un fléau en Afghanistan. Le phénomène gangrène le pays jusqu'au plus haut niveau de l'État. Le frère du président Karzai était soupçonné de soutenir le narcotrafic avant d'être assassiné. Une situation embarrassante pour les capitales occidentales, mais avec laquelle il faut malgré tout composer. Soit on veut agir en Afghanistan et on agit avec l'Afghanistan tel qu'il est, soit on se dit ah oui mais on va se salir les mains. Dans ce cas-là effectivement, valait mieux pas y aller et il vaut mieux en repartir en disant c'est plus notre problème. La communauté internationale a promis 16 milliards de dollars à Kaboul pour soutenir la transition démocratique, car un abandon du pays à son sort coûterait plus cher encore selon les Nations Unies. Voilà un texte examiné donc demain au Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre, un reportage que je vous recommande. Il est signé Sandra Cerquera et revient sur les premiers pas au gouvernement de Nicole Bricq, ancienne sénatrice, aujourd'hui ministre du Commerce extérieur, après avoir goûté à l'écologie. Très bonne fin de soirée à tous. Merci.
Après des mois de campagne et le soutien actif d'un Sénat à gauche, c'est l'heure de célébrer la victoire du nouveau président. Il y a du monde, hein ? Ah tiens, François. J'adore les François. Au lendemain du 6 mai, on pense déjà à la composition du futur gouvernement. Écoute, ce matin, il te donne parmi les ministres. Oui, parmi. Je suis trop vieille. Certains sénateurs, des fidèles de François Hollande, rêvent d'être ministres. Des espoirs déçus, car dans le premier gouvernement héros, une seule sera appelée. Madame Nicole Bricq, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Nicole Bricq n'aura été rapporteure du budget que quelques mois. Première femme à occuper ce poste prestigieux. En pleine campagne présidentielle, elle fait adopter au Sénat le programme fiscal de François Hollande. Après 40 ans de vie politique, elle devient ministre pour la première fois. Être ministre, c'est toujours un CDD, hein ? Chacun lui reconnaît sa rigueur, sa connaissance des dossiers, son franc-parler aussi. Une ministre inconnue du grand public, médiatisée malgré elle, après un changement de poste inattendu, un mois après sa nomination. Nous l'avons suivie dans ses premiers pas au sommet de l'État. Conceptions différentes, nous le savons, selon les pays. Quand François Hollande l'appelle pour lui proposer l'écologie, c'est une surprise. Elle qui se voyait plutôt au budget, accepte au bout de 5 minutes. Pour la sénatrice, c'est bien plus une mission qu'une promotion. C'est surtout une responsabilité, parce que ce poste est important. Il s'agit de la transition énergétique. C'est dingue quand même. Quoi ? C'est dingue. Qu'est-ce que vous faites qui se passe l'écologie? Madame Bricq est ministre de l'écologie. Oui, ça d'accord. Elle est là. Ah, elle est là. C'est ça qui est la motivation essentielle. Bon. En la nommant, le PS montre sa volonté de ne plus sous-traiter l'écologie à ses alliés. C'est lui qui fait la passation. Mais en même temps, j'ai pas de problème par rapport au nucléaire. Il y a personne à l'accueil, personne ne répond au ministère, ils ont déjà fermé les portes. Oh non, je suis en train d'essayer de récupérer les clés du ministère, puisque moi j'ai la particularité d'avoir une ministre démissionnaire. Oui, mais sur place. Oui, bonsoir, je suis Nicole Bricq. Je vous appelle parce que pour le problème matériel que vous connaissez est protocolaire, donc quelle heure vous arrange demain matin? Voilà, allez, 10h. Nicole Bricq arrive boulevard Saint-Germain, à l'hôtel de Roquelaure. Il y a 20 ans, elle était conseillère au cabinet de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Bonjour. Ah, je suis contente de vous revoir. C'est sympathique d'être là. Bonjour, directeur des transports. Bonjour. Bonjour madame, Christian Herry, vice-présidente de l'Entrée générale, Oui, l'environnement et le développement durable. Oui, bien sûr. Bonjour, Pierre-Marie Abadi, directeur d'énergie, madame la ministre. Je ne suis pas en terrain incognita. Ce n'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet qui lui remet les clés. Elle a quitté le ministère depuis des mois pour devenir porte-parole de Nicolas Sarkozy. Benoît Apparu fait office de remplaçant. Comme ça, j'ai jamais été chez moi. Oui. Mais vous savez, moi, toutes les fonctions que j'ai exercées, j'ai toujours considéré que je n'étais que de passage. C'est un bon principe, ça rentre à nous gouvernement. Voilà, ça rend quand même assez...